Donc, juste quelques mots d'introduction de cet atelier. Donc, pour ceux qui n'ont pas participé à l'atelier que nous avons animé ce matin, donc moi je suis Laurent Trechon, je suis directeur délégué bâtiment chez Cimbéton. En 2 mots, Cimbéton est un département du syndicat français de l'industrie cimentière, dont l'objet est de faire de l'information, de la formation, de la promotion et de la communication sur le ciment et ses applications dans le domaine du génie civil, des travaux publics et du bâtiment. Alors ce matin, on a animé avec le bureau d'études de Pouget un atelier qui consistait à restituer une synthèse d'une étude en logement collectif que nous avons commandée à ce bureau d'études indépendant pour voir un petit peu comment se comportaient les solutions de la filière béton au regard des exigences de performance de la RE 2020. On a pu voir, pour ceux d'entre vous qui étaient présents, qu'a priori, il n'y a pas de révolution nécessaire à l'horizon, en tout cas 2022, voire 2025, que les solutions traditionnelles, ça vaut pour le béton, mais ça vaut aussi pour d'autres, pouvaient tout à fait permettre d'atteindre les seuils attendus, entre autres au carbone pour satisfaire aux exigences de performance de la RE 2020. Mais pour autant, bon, ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que ces études, ce retour d'expérience n'avait pas de valeur statistique. Et donc, on va toujours trouver en fait des cas de figure où il sera nécessaire de trouver des kilos de carbone, parce que c'est comme ça, le dessin du bâtiment va faire qu'à un moment donné, quand on fait le calcul, il manque 10, 20, 30, 40 kilos. Et donc, dans ces cas-là, il faut trouver des solutions qui permettent de trouver ces kilos assez facilement. Alors, donc, c'est tout l'objet de la présentation que Félicien, qui va se présenter, va faire. Nous disposons au niveau de la filière béton aujourd'hui de pistes pour aller chercher ces kilos. Et donc, Félicien va effectivement en parler concrètement maintenant. Je te laisse la zapette. Bonjour à tous, donc Félicien Thiou, responsable construction durable chez Cimbéton avec Laurent. Et effectivement, donc dans la suite des études qui ont été présentées ce matin, on a mis en place des études qui ont permis de pousser et d'identifier des leviers qui permettent, si besoin, à court terme, d'atteindre les seuils de la RE 2020 qui vont rentrer en vigueur, mais également d'anticiper et de voir comment on peut évoluer pour les prochains seuils à venir. Et du coup, c'est tout l'enjeu de ce que je vais vous présenter. Hop. Donc déjà, pour refaire un petit focus, on parle de béton depuis ce matin et on a commencé à en parler. Revenir à l'origine des émissions. On le verra après, mais on va voir qu'en fait, au niveau d'un produit en béton, le principal impact vient du ciment. Et la première question qui s'est posée, c'est où viennent les émissions du ciment? Est-ce qu'on ne peut pas jouer dessus? Donc là, vous avez un petit schéma rapide qui vous représente en gros la façon dont est fabriqué le ciment. Hein. On va extraire de l'argile et du calcaire, on mixe ça pour faire ce qu'on appelle un cru, on envoie ça dans un four de cuisson. À la sortie du four, l'argile et le calcaire se sont transformés chimiquement, on va avoir ce qu'on appelle du clinker. Ce clinker-là, est mélangé à d'autres constituants. Du laitier, des cendres volantes, de l'argile, par exemple, du calcaire. Et ça va être rebroyé finement. Et c'est à partir de ce broyage qu'on va avoir ce qu'on appelle du ciment. Voilà. Et donc, en fait, on le voit assez facilement quand on décompose les impacts de la filière de production. Il y a une grosse partie de l'impact qui est liée en fait à la cuisson. Il y a à peu près un tiers, donc 200 kg de CO2, qui sont vraiment liés à la montée en puissance, à la montée en chauffe du four. Donc ça va être l'utilisation de combustibles qui permettent de cuire. Et il y a une autre partie qui est liée en fait à ce qu'on appelle la décarbonatation du calcaire. Alors c'est une réaction chimique qui fait que le calcaire va se transformer en chaux et réémettre une particule de CO2. Donc voilà, en gros, vous avez ici le principal point d'impact du ciment sur le changement climatique. Vous avez d'autres petits postes qui vont permettre, qui vont avoir un impact sur le produit final. Alors là, les ajouts, la consommation du site.
Mais voilà, donc le principal va être d'essayer de travailler sur le four ou sur la formulation des ciments. On le verra après. Et en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le ciment vendu en France. Alors, on va voir après que ce n'est pas tout à fait le cas, mais le ciment vendu en France, c'est environ 625 kg de CO2 par tonne. Donc effectivement, donc avant de commencer même à travailler sur le béton, on a travaillé sur le ciment et il y a un plan de transition sectorielle qui a été mis en place par l'industrie avec l'ADEME, qui s'étale dans un premier temps en horizon 2030 et dans un second temps en horizon 2050. Et voilà, en gros, en résumé, les 3 principaux leviers qui vont être mis en place déjà pour permettre une réduction de l'impact au niveau des ciments d'ici 2030 avec du coup un objectif de réduction de 24-25%. Donc il y a une grosse partie qui va être liée à la modernisation, à l'optimisation des systèmes de production, donc l'efficacité énergétique et la montée en puissance des combustibles alternatifs pour remplacer les combustibles primaires type charbon, coque de pétrole qu'on peut utiliser. Et une autre partie qui va plus se focaliser sur la formulation des ciments en eux-mêmes, où le but va être d'essayer de recourir de moins en moins, en gros, ou de plus en plus, pardon, à des ciments dont la teneur en clinker est le plus basse possible. Donc alors c'est possible puisque, comme je vous l'ai dit, à la sortie du four, on va remélanger clinker à d'autres constituants, et le but est effectivement, à la fin, d'avoir un mélange qui a le moins possible de clinker. On vous l'a précisé, on s'est étalé sur les 10 prochaines années parce qu'effectivement, comme vous le dites, dès qu'on va toucher au process, ça va être des optimisations et des mises en œuvre qui sont assez longues. Et voilà, ça nécessite des investissements qui sont assez importants et qui nécessitent aussi d'avoir pour les acteurs une vision à assez long terme du marché et de la façon dont ils vont pouvoir se positionner, puisque voilà, si on investit pour un four avec un amortissement sur plusieurs dizaines d'années, on espère que le four ne va pas être stoppé et mis à l'arrêt d'ici 10 ans. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et enfin après une deuxième partie mais qui est dès à présent étudiée, ça va être tout ce qui va être les technologies de rupture liées au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone. Donc là ça représente une baisse assez importante, mais c'est des technologies qui sont en cours de recherche et en cours de développement, mais également avec des financements assez importants et qui sont mutualisés vraiment au niveau de la profession et même au niveau européen de manière à essayer d'atteindre l'objectif fixé à 2050, qui est du coup la réduction de moins 80% pour l'impact de la filière cimentière. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné tout à l'heure l'impact moyen d'une tonne de ciment, mais en fait, on le voit tout de suite, et c'est assez en lien avec le développement des nouveaux ciments. En fait, on n'a pas un impact pour un ciment, on a des ciments qui vont se décliner en fonction notamment de leur teneur en clinker, mais qui vont avoir des utilisations et des applications très particulières. Et vous avez du coup en rouge, en gros, les 3 formulations qu'on va utiliser le plus communément actuellement. Donc des SEM1, notamment pour tout ce qui est de préfabrication de produits en béton, et tout ce qui est SEM2A pour la partie plus béton prêt à l'emploi. Et on voit que c'est des ciments qui ont des impacts assez importants. Et le but va être à terme, effectivement, de se déplacer vers la partie plus bleue, du coup avec des impacts beaucoup moins élevés au niveau des formulations de ciment, service rendu quasiment équivalent à long terme. Et vous pouvez le voir déjà, donc SEM2, SEM3A, SEM3B, et on commence à le voir, il y a des nouveaux ciments qui se développent et il y en a des nouveaux qui sont arrivés au début du mois, qui ont été publiés en normalisation et qui se positionnent à peu près. Et là, on va rechercher à avoir des gains et des impacts réduits. Donc c'est tout ce qui va être SEM2, CM et SEM6. Et le but est vraiment d'essayer de travailler sur des formulations avec plus basse teneur en clinker, à un impact environnemental moins important. Voilà, donc là c'était pour la partie vraiment initiale ciment. Là on va revenir sur tout ce qui va être l'impact du béton. Donc comme je vous l'ai dit, on va repartir un peu sur le même principe. Où est-ce qu'on va trouver l'impact environnemental du béton? Donc on le revoit directement sur le petit graphique, il y a forcément une grosse part qui est liée au ciment, comme on vient de le voir, avec les leviers qui vont déjà être déployés. Mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres impacts qui sont étalés sur d'autres étapes du cycle de vie, la fabrication
pour le coup, elle est assez faible, mais tout ce qui va être autres constituants, transport, mise en œuvre, voire des constructions. Et alors, il y a 2 petites valeurs négatives que vous pouvez voir sur le tableau au niveau de la vie en œuvre et du stockage du béton. Hein. C'est pas une erreur, c'est juste un process chimique inverse de celui qui se passe en cimenterie. Donc en cimenterie, on va avoir une réaction chimique qui va émettre une molécule de CO2. Là, on va avoir le process inverse qui va être une refixation du CO2 atmosphérique sur la pâte cimentière. Et du coup, ça, dans le calcul d'analyse des cycles de vie, on va le compter comme une absorption et donc une réduction de l'impact sur l'environnement. Donc voilà, même principe. À partir de ce schéma-là, on a identifié différents leviers de réduction que je vais vous détailler. Mais juste avant ça, en gros, le point qu'il faut avoir en tête, et on va dire la valeur référence, c'est voilà, le 196, donc à peu près en gros 200 kg de CO2 par mètre cube de béton, sans les armatures, bien sûr. Juste le béton, pour un ciment assez classique, un C25-30. Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée qu'il faut avoir. Et du coup, le niveau des leviers, le premier levier vraiment assez rapide qu'on peut déployer, ça va être tout ce qui va concerner fabrication logistique et engin de chantier, puisqu'on a vu que ça pouvait peser quand même un point assez important, hein, 10-15 kg de CO2. Donc effectivement, le but est là de recourir à des énergies, on va dire vertes, mais plutôt orientées électriques, voire biogaz, de manière à réduire l'impact environnemental de ces moyens de construction ou de transport via ce recours à des toupies vertes, à des engins de chantier électriques. Voilà. Également au niveau des sites, puisqu'on a vu qu'il y a une part aussi qui est lié à l'approvisionnement des matières secondaires, voire la production des matières secondaires. Toujours renforcer tout ce qui va être logistique, donc recours à des moyens de transport ferroviaire ou maritime plutôt que privilégier la voie routière. Au niveau du deuxième levier, là, ça va être par contre de travailler sur la formulation. Donc c'est déjà en lien avec ce qu'on disait sur les formulations cimentières, mais là, ça va passer sur les formulations béton. Donc travailler sur l'optimisation de ces formulations via, alors c'est très technique, mais les squelettes granulaires des mélanges, où on va optimiser les granulats choisis, les adjuvants, de manière à vraiment avoir les bétons les plus performants possibles pour les mettre en œuvre. Mais à côté de ça, du coup, il va falloir faire évoluer les normes, puisque en fait, tout est un peu lié. Les normes béton sont assez liées aux formulations. Et le fait de faire bouger ces normes va permettre d'avoir des optimisations de formulation et des gains sur les impacts des produits qui vont être mis en œuvre. Et enfin, tout ce qui va être armature, puisque pour l'instant, on n'a parlé que de béton, mais le béton, quand il est mis en œuvre dans des bâtiments, est principalement sous forme béton armé, donc avec les armatures. Et il y a de gros leviers qui sont possibles sur le choix d'armature, recourir à des armatures d'acier secondaire, par exemple, des filières four électriques plutôt que aux fourneaux, qui, d'un point de vue impact environnemental, sont bien meilleurs et permettent, au final, sur la solution béton armé, d'avoir des gains qui ne sont pas négligeables. Hop. Donc on a parlé formulation, mais là, on va aller sur un terme qui est pas mal employé, mais qui n'est pas encore défini clairement. Il n'y a pas de définition réglementaire ou normative de ce qu'on appelle les bétons bas carbone. Jusqu'au début mi-2021, en fait, il n'y avait rien qui détaillait ça. Et du coup, depuis fin avril, il y a le syndicat national du béton prêt à l'emploi qui s'est positionné sur le sujet en proposant des seuils, des niveaux de performance à atteindre d'un point de vue carbone pour définir ce qu'est un béton bas carbone. Donc tout ça est disponible sur leur site, sur le site du SNBPE, en libre accès. Et ce qui est important de noter et important de voir, c'est que ces niveaux d'atteinte d'un béton bas carbone sont vraiment spécifiques à l'usage qu'on va faire du béton. C'est-à-dire qu'en fonction de la classe de résistance, classe d'exposition et le type d'usage du béton en fonction du bâtiment, on ne va pas avoir les mêmes seuils qui sont visés. Voilà. Donc, juste en illustration, vous avez ici une petite maison individuelle qui présente déjà la variété de combinaisons, enfin de formulations de béton qui sont possibles en fonction des différentes applications qu'on va rechercher. Et du coup, tout ça fait autant de formulations de béton différentes et du coup autant d'impacts environnementaux différents au final.
Et du coup, ici, vous avez l'illustration, toujours pour la maison individuelle, des niveaux auxquels on va pouvoir fixer ce qu'on appelle un béton bas carbone. Donc si on reprend celui qu'on a vu tout à l'heure au niveau du petit schéma, le C2530 en classe d'exposition X1, X2, donc c'est le dernier sur en gros le gros graphique de 4 barres. Voilà, on retrouve le 200 kg de CO2 par mètre cube après, sachant que c'était un béton qui était bien optimisé. Voilà, ça peut varier entre 200 et 230 suivant les formulations et les composants utilisés. Et du coup, on va pouvoir noter qu'on va définir un béton bas carbone à partir du moment où on va atteindre un seuil qui va être inférieur à 180 kg de CO2 par mètre cube. Donc, alors, suivant où on se place, effectivement, ça fait de l'ordre de 15 à 25% de réduction. Mais pour le coup, c'est en ligne avec ce qu'on a défini déjà pour les ciments. Et du coup, on continue à l'appliquer pour les bétons, avec effectivement l'objectif de réduire et d'atteindre des niveaux équivalents à 2030. Du coup, ça c'est défini comme vous voyez pour différentes classes d'exposition, classes de résistance comme j'ai dit, et en fonction également des zones où est construit le bâtiment. Si on est en zone, on va dire, courante, ou si on est en bord de mer ou en montagne, encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes agressions extérieures et du coup les mêmes performances attendues des bétons. Concernant le troisième levier, là on va rentrer vraiment plus dans la solution, enfin dans les solutions béton mises en œuvre. Dans la façon de concevoir le bâtiment et le but va être, comme c'est écrit, mieux consommer et moins consommer, sachant que les deux sont assez indissociables. Mais pour continuer à illustrer un peu comme on vous l'a montré pour la maison, voilà, vous avez ici sur le petit schéma les différents impacts qui sont calculés pour les différentes applications et on voit bien que même déjà pour une application équivalente qui est un plancher, tout simple, en fonction de si on a recours à une dalle alvéolée ou à un plancher en dalle béton plein, on n'a pas du tout les mêmes impacts. Et du coup, voilà, c'est typiquement ça qu'il va falloir creuser. Quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure possibilité de mise en œuvre pour essayer d'aller chercher le moins d'impact possible sur les solutions. Bon, alors déjà, tout d'abord, consommer moins la matière, effectivement, on a listé, mais il y en a plein qui paraissent évidentes. Quand on est sur des opérations de réaménagement, ça va être peut-être éviter de déconstruire les structures existantes, mais optimiser ce qui existe et le retravailler de manière à avoir quelque chose de plus intéressant. Après, il y a plein de pistes qui sont évoluées, mais des structures innovantes via les BFUP, donc c'est des bétons ultra performants fibrés, de la préfabrication, comme on l'a vu au niveau des dalles alvéolées, par exemple, par rapport au plancher, où ça permet d'avoir, dans ces cas-là, des impacts qui sont plus intéressants. De l'impression 3D qui est en cours d'expérimentation et de déploiement. Toujours consommer moins la matière, ça va être aussi retravailler sur les solutions en elles-mêmes qui sont mises en œuvre. Donc il y a diminuer l'épaisseur des voiles, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir des voiles qui font toujours 20, mais on peut passer sur du 18 ou du 16. Diminuer la section des poteaux. Nous, on s'est aperçu dans ce qu'on a étudié que plutôt que faire un poteau standard de 50 par 50, on peut peut-être passer sur du poteau de 30-30, mais optimiser le couple classe de résistance du béton et taux d'armature. Voilà, recourir à des voiles béton. Voilà, c'est plein de pistes qui sont mises en avant de manière à optimiser les impacts environnementaux du bâtiment. Là, c'est un autre point. Alors, encore une fois, là, c'est des choses qu'il faut faire très en phase amont des projets. Mais ça va être de repenser également la conception du bâtiment et peut-être privilégier tout ce qui va être structure poteau-poutre, poteau-dalle alvéolée, poteau dalle caissonné, poteau-poutrelle, qui, d'un point de vue global, permettent de mettre en œuvre moins de matière pour, au final, avoir des bâtiments plus aériens, plus facilement reconvertibles également une fois que l'usage du bâtiment est arrivé à terme et qu'on veut, par exemple, transformer d'un immeuble de bureau à un immeuble d'habitation ou vice-versa. Voilà, donc c'est plein de solutions de ce type-là qui sont en cours de réflexion. Également l'optimisation des fondations, même si malheureusement dans la RE 2020 c'est pas hyper bien intégré, y a pas, la modulation fait qu'on peut pas vraiment travailler de façon efficace sur les fondations et c'est pas valorisable particulièrement, mais c'est aussi un point qui peut avoir un impact très lourd suivant les bâtiments et qu'il faut optimiser. Et continuer à mieux la matière, donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu compliqué de différencier les deux, c'est qu'encore une fois on parle là d'augmenter les classes de résistance et le couple classe de résistance armature.
sur les éléments verticaux, horizontaux, et on voit effectivement qu'en travaillant sur ça, on permet d'avoir des gains environnementaux et de réduire les quantités mises en œuvre pour avoir des bâtiments, encore une fois, plus aérés et moins impactants. Et voilà, après, c'est les cases d'exposition, et bon, ça, effectivement, ça joue un petit peu, s'assurer qu'on met la bonne classe d'exposition au bon endroit. Suivant les classes d'exposition, on peut avoir des impacts plus importants, notamment quand on est sur des milieux agressifs. Avoir une façade qui résiste aux milieux agressifs, c'est forcément très important, mais on n'est pas obligé d'avoir la même formulation à l'intérieur du bâtiment où là, on ne va pas avoir de milieu agressif. Et ça peut également, encore une fois, faire gratter quelques kilogrammes de CO2 sur le bâtiment final. Et du coup, un autre point qu'on a commencé à aborder sur la petite slide, tout ce qui va être carbonatation, recarbonatation du béton, où effectivement, il y a ce phénomène qui existe en vie en œuvre. Mais en fait, le but aujourd'hui, puisqu'on va aller de plus en plus vers des économies circulaires et de la réutilisation des matériaux sur chantier, le but va être d'avoir une production de granulats de carbone négatifs. Alors, c'est-à-dire qu'on va récupérer les granulats de déconstruction, les mettre en atmosphère saturée, en CO2, et forcer le process chimique de recarbonatation. Et du coup, on va arriver sur des granulats qui vont avoir absorbé du CO2 par un phénomène chimique, encore une fois, naturel. Et le but va être après, effectivement, de réutiliser ces granulats pour refaire du béton sur place ou à proximité, de manière à avoir un béton qui va avoir, d'une, réutilisé de la matière, et deux, potentiellement servi de stockage de CO2. Voilà, donc en conclusion, ambition neutralité carbone pour la construction béton, hein, avec les 3 leviers que je viens de vous présenter, tout ce qui est fabrication logistique, formulation béton et conception des bâtiments. Et tout ça s'inscrit bien sûr donc plus largement à différents horizons de temps. 2022-2025, ça va être agir sur le béton via le recours au béton bas carbone s'il y a besoin, encore une fois, de passer les seuils pour gratter quelques kilogrammes de CO2. Et agir sur la solution béton en phase conception, on va commencer, encore une fois, comme je viens de vous présenter, à optimiser les solutions mises en œuvre via des solutions plus performantes et mettre moins de volume en jeu potentiellement. 2028-2031, continuer à renforcer les offres en formulation en ciment à plus basse teneur en carbone, plus basse teneur en clinker, pardon, mais du coup en ciment bas carbone, et en formulation de béton bas carbone qui du coup vont être amenés à se développer et à monter en puissance. Et enfin 2050, effectivement, là, ça va être tout ce qui va être à long terme et ce que je vous ai montré, les technologies de rupture au niveau de l'industrie cimentière. Merci, et si vous avez des questions. Je voulais savoir, parce qu'il y avait un moment un débat sur les tuyaux de hauts fourneaux qui étaient utilisés pour décarboner les bétons. Donc je voulais savoir où est-ce que ça en était, puisque c'était un élément un peu clivant. Et la deuxième question, c'était sur le mieux consommer, moins consommer. Alors là, du coup, moi, je suis plutôt côté environnement, mais je sais que c'est toujours une discussion difficile avec les gens de la structure. Je voulais savoir si vous faisiez des accompagnements pour former les gens plutôt côté structure à utiliser le minimum de béton. Alors, je vais répondre sur les laitiers. Je ne sais pas, Laurent, si tu voudras répondre plus sur la structure. Ok. Sur les laitiers, effectivement, ça a été un sujet pendant un petit moment. C'est en passe d'être réglé. Il y a le ministère via INES, qui est le programme de déclaration environnementale français, en gros, on essaie de répondre à la question. Ça s'est fait pendant les vacances, mais il y a la DHUP, donc le ministère, qui a fait une proposition méthodologique. Nous, on a bien sûr été consultés en tant que partie prenante, mais pas que nous, hein, d'autres acteurs. On a fait une proposition au ministère. Cette proposition va être traitée comme toutes les autres qu'ils ont dû recevoir. Et il y a un arbitrage qui devrait être fait entre le ministère et la base INES début octobre, mi-octobre. Et à partir de là, effectivement, on pourra voir comment on se place. Mais le but, effectivement, il y a l'air d'avoir un consensus sur une affectation économique d'1%. Alors sur la deuxième partie, faut bien voir que Simbéton, c'est une association. On n'est pas bien nombreux. Et comme je le disais en introduction, on fait d'abord de l'information. On fait certes de la formation, mais de la formation surtout dans les écoles d'architecture
Bon, mais je dirais ce que vous souhaiteriez, c'est effectivement qu'on ait un accompagnement pour faire pratiquement de l'éco-conception. C'est un peu ça, un peu. Voilà. Alors, très franchement, on n'est pas taillé pour ça. Dans notre esprit, là, ce qu'on vous a présenté, en fait, c'est une synthèse d'études que nous avons menées avec un bureau d'études structure à partir de bâtiments types, bâtiments tertiaires, mais bâtiments aussi logements collectifs. Donc on a pu déterminer, même si on ne vous a pas donné de chiffres beaucoup, parce que l'idée, en une demi-heure de temps, c'est pas d'abreuver de chiffres, c'est pas possible. Mais en fait, on a fait tous ces calculs pour montrer qu'effectivement, les pistes, en particulier de poteau-poutre, poteau-dalle, par rapport à voile, plancher, etc., c'était une manière de gagner des kilos. Et c'est clair, il n'y a pas de mystère. Vous voulez gagner des kilos de CO2, il faut mettre moins de matière. Donc ça passe par l'éco-conception. Et donc ça va être un travail en amont entre le concepteur, donc l'architecte, le bureau d'études structure, l'économiste, parce que bien sûr, il faut qu'il y ait un optimum technico-économique. Et puis après, bon, vous êtes bureau d'études environnementales, bien sûr, vous êtes très concerné, mais ça passe d'abord par ce travail en conception, et c'est un métier. Donc, et là, très franchement, on n'est pas taillé, nous, pour se substituer à un bureau d'études structure, et aussi pour se substituer à un architecte, même si dans notre équipe, on a des architectes, mais leur métier n'est pas de faire de la conception. Donc on ne peut pas vous accompagner vers ça. Mais par contre, on insiste lourdement, et dans toutes les communications qu'on peut faire, pour qu'effectivement, il y ait ce travail de réflexion sur la conception. Il faut très certainement, quand on peut le faire, quand ça a du sens, revoir effectivement la conception, sortir un petit peu des schémas traditionnels. Alors on vous dit ça, je vais vous dire, parfois on dit vous tirez une balle dans le pied. Oui, d'une certaine manière, on va vendre moins de volume. Oui, mais à un moment donné, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, soit on a l'honnêteté intellectuelle de dire comment on peut effectivement réduire l'impact carbone, et l'éco-conception est une manière de le faire. L'emploi du béton bas carbone en est une autre aussi. Je dirais il y a différents leviers, mais on ne peut pas passer sur le fait que l'éco-conception est effectivement un levier intéressant. Donc voilà, donc c'est une réflexion que les acteurs de l'acte de construire doivent mener. Et voilà. Et donc nous, on met à disposition d'abord ces réflexions qu'on vous expose, et puis aussi des matériaux. C'est vrai qu'on travaille sur la décarbonation de nos solutions. Le béton bas carbone en est un exemple. Mais effectivement, sur du moyen terme, avec les nouveaux ciments, sur du long terme, avec les technologies de rupture, de captage, de stockage et de réutilisation du carbone, là aussi, on va tendre vers ça. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à votre question. Mais... Y a-t-il d'autres questions? Sinon, oui, allez-y. Oui, moi j'ai une question qui rejoint un peu celle de monsieur. Est-ce qu'il y a une solution en superstructure qui se détache et quelle est la meilleure solution en superstructure parmi celles que vous avez évoquées? J'imagine qu'il y a une solution qui doit revenir assez régulièrement. Je ne suis pas ingénieur structure, mais justement pour utiliser moins de matière et à la fois trouver cet équilibre technico-économique. Non, pas forcément en fait, parce que ça dépend aussi de l'utilisation qu'on cherche du bâtiment. Si on va aller sur un bâtiment, dès qu'on va commencer à chercher des grandes portées, un bâtiment très aérien avec très peu de points d'appui, le poteau-poutre va peut-être être plus compliqué à mettre en œuvre, va peut-être falloir passer sur des solutions voile porteur dalle à certains endroits. Voilà. Du coup, il n'y a pas forcément de solution qui se détache clairement. Voilà, on part du poteau-poutre effectivement, qui pour du bâtiment commun et classique a l'air de se détacher, mais après sur d'autres applications, potentiellement le poteau-poutre ne passera pas, il faudra passer sur autre chose. Donc voilà. Mais ça peut être une mixité de solutions. Vous pouvez avoir par exemple une solution qui principalement va être voile plancher, mais en attique par exemple, vous avez besoin, parce que vous avez besoin de gagner quelques dizaines de kilos de carbone, vous pouvez peut-être passer en bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en bloc, vous allez vraiment gagner. On l'a vu sur le slide qui a été présenté. Le bloc est très peu émetteur de CO2. Donc voilà, il faut avoir cette réflexion un petit peu, être un petit peu créatif à ce niveau-là.
l'exemple de l'attique est un bon exemple. Je pense qu'effectivement, faire monter tout en haut en voile béton, c'est pas bon. Enfin, je pense que les reprises de charge font que vous pouvez passer en bloc sur les derniers étages, quoi. Et là, vous allez gagner. C'est peut-être les quelques kilos qui vous manquaient qui vont vous permettre de satisfaire au seuil de l'ARE. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc effectivement, je pense que c'est la mixité de ces solutions qui amènera, je dirais, la performance. Il n'y a pas... voilà. Pour répondre très rapidement. De toute façon, si vous voulez continuer la discussion, on a un stand, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on arrive à la fin de l'atelier. Désolé. Voilà. Merci de votre attention. Merci.